Et donc notre première invitée ce matin, Sophie Merckx, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef de groupe du PTB à la Chambre, donc Parlement fédéral. L'échec de la conciliation chez Deleuze, ça veut dire probablement que le conflit social va se poursuivre. Est-ce que les syndicats ont les moyens de tenir et de poursuivre ce combat, ou est-ce que c'est un petit peu David contre Goliath ? Je pense qu'effectivement, c'est une lutte sociale qui est très dure. Elle dure depuis 6 semaines maintenant et la direction ne veut pas bouger d'un iota, d'un millimètre. Et donc, effectivement, le conflit va perdurer. C'est sûr que ce n'est pas une promenade de santé, c'est un conflit social qui est très dur pour les employés. Mais ils se battent aussi vraiment pour le retrait de ce plan et il est important de comprendre vraiment ce à quoi Deleuze veut arriver. On a été, nous, regarder avec le PTB vraiment comment la chaîne Albert-Heijn, elle fonctionne. C'est un dossier que nous avons sorti par notre députée Nadia Moscoufo. Et donc là-bas, on voit quoi ? On voit quelques employés dans les magasins d'Albert-Heijn et puis surtout des étudiants qui travaillent, même des enfants jusqu'à 13 ans aux Pays-Bas. Et donc c'est sûr que Vous craignez qu'il se passe la même chose chez Deleuze ? Oui, nous craignons que la direction Albert-Heijn qui a racheté Deleuze a les mêmes plans. Oui, c'est le groupe Ahold Delhaize maintenant. Oui, Ahold Delhaize, qu'ils ont les mêmes plans effectivement Le travail des enfants, c'est théoriquement pas autorisé en Belgique. Hein ? Oui, aujourd'hui, ce n'est pas autorisé en Belgique, mais à un certain moment aux Pays-Bas, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu énormément de main-d'œuvre d'étudiants qui étaient utilisés, puis il n'y en avait plus assez sur le marché, et on a rabaissé l'âge. Et donc, nous, on pense que les mêmes scénarios peuvent effectivement être prévus, mais surtout, on a sorti ce dossier pour démontrer pourquoi les gens de Deleuze aujourd'hui se battent. C'est contre ce genre de conditions de travail et de pratiques. On veut avoir des emplois stables. Et je veux dire aussi, c'est vrai que c'est difficile, mais celui qui ne se bat pas, il a déjà perdu d'avance. Et donc, on a vu aussi dans le conflit, par exemple, il y a quelques années, à Lidl, les gens ont fini par gagner. À Ryanair, il y a encore quelques semaines, après des années, je veux dire, il y a eu des décisions de justice en faveur des travailleurs. Il y a eu des décisions quand même positives pour les travailleurs. Donc, je pense que... Donc, le message que Sophie Merckx lance aux travailleurs de Deleuze, au syndicat, c'est tenez bon ce matin. Effectivement. Ouais. Il y a une proposition d'Amel Laoueche qui a été déposée au Parlement fédéral, à la Chambre, qui est de rendre la maison mère Deleuze responsable de ce qui se passe ou de ce qui se passerait dans ses franchisés. Hein, c'est un peu technique, mais c'est une unité d'exploitation où on regrouperait toutes les franchisés et la maison mère ensemble. Il a raison de déposer cette proposition. Est-ce qu'éventuellement vous allez la soutenir ? Mais je pense qu'en soi, l'idée n'est pas mauvaise, même s'il faut encore bien étudier techniquement comment ça se présente. Mais le problème, c'est que cette proposition de loi ne va pas aider les gens dans le conflit de Deleuze aujourd'hui. C'est pour le temps futur. Que ce sera voté, ce sera pour le futur. Et donc pour nous, le conflit se passe aujourd'hui dans la rue, des travailleurs contre Deleuze. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'au sein du gouvernement, on voit qu'une partie, en tout cas du gouvernement, soutient en fait la direction de Deleuze et ses plans de franchisation. C'est quelle partie ? C'est les libéraux ? Oui, c'est surtout les libéraux, mais c'est quand même aussi le premier qui s'est exprimé dans ce sens-là. Et je pense que là, c'est vraiment avoir envoyé un très très mauvais signal aux travailleurs de Deleuze et à la direction, finalement, leur donner carte blanche pour faire ce plan. Alors, on parle de ce qui se passe au Parlement avec un gros émoi depuis plusieurs semaines autour des pensions, d'abord d'anciens présidents de la Chambre et de hauts fonctionnaires de la Chambre, mais on apprend aussi depuis hier qu'il y a aussi peut-être un problème sur un certain nombre de députés, 49 au total, épinglés par la presse flamande, la presse néerlandophone, sur des montants de pension qui seraient supérieurs au plafond Weinink. Donc le plafond Weinink, c'est le plafond dans la fonction publique. On n'est pas censé avoir une pension qui dépasse ce plafond. Comment ça se fait que certains députés, certains de vos anciens collègues de la Chambre réussissent à percer ce plafond ? Donc en fait, le problème, il est... plus large que cela. Donc il faut savoir que suite justement aux révélations par rapport aux pension extra pour les anciens présidents de la Chambre, avec le PTB, nous avons demandé une commission d'enquête sur ce volet-là, mais sur... Pour l'instant, vous ne l'avez pas obtenu. Hein ? Nous ne l'avons pas obtenu, et sur l'ensemble des pensions des députés. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous avons été fouillés dans les statuts des députés et dans la construction des pensions. Et qu'est-ce qu'on a remarqué ? C'est qu'en fait, les députés au Parlement fédéral, en 2013, ils se sont octroyés un supplément par rapport
rapport au plafond Winnings, c'est-à-dire qu'en cas de cumul de pension, ils n'arrivent pas à 100% du plafond Winnings, mais ils se sont autorisés à aller jusqu'à 120%. Et dans ce cadre-là, il y a des contrôles qui sont faits et il y a eu 49 députés qui même étaient au-delà de ces 120%. Mais donc la discussion aujourd'hui, elle va bien sur 2 points. Sur cette fameuse règle qui a été introduite il y a 10 ans. Et donc nous avons demandé bien sûr que la légalité de cette règle soit examinée. Donc c'est avec le PTB que nous avons sorti ce dossier-là hier dans la presse parce que nous ne pensons pas que cette loi s'applique aux députés et même bien, quand même bien encore, si elle s'appliquerait, elle est tout de même scandaleuse parce que ça veut dire qu'en cas de cumul de pension, ils peuvent arriver jusqu'à presque 10 000 euros. Donc ce sont des députés qui euros. cumulent leur pension de parlementaire avec une pension d'un autre métier qu'ils ont eu avant, la plupart du temps. Hein. Oui, c'est ça. Et donc il y a quand même beaucoup de députés qui sont concernés. Nous n'avons pas les noms jusqu'aujourd'hui, mais il faut savoir que pas mal de gens qui terminent leur carrière au Parlement, ben, ils ont été ministres, ils ont été avocats, ils ont eu des grosses fonctions et donc ils arrivent à ce plafond. D'ailleurs, 49 ont même fait l'objet d'un écrémage parce qu'ils arrivaient à plus que 120% du plafond Winnings. Le plafond Winnings, on peut donner un montant pour que tout le monde comprenne bien? Le plafond Winnings, en lui, il est de 7 813 euros brut. Oui. Mais donc, ici, avec le supplément, ils arrivent à 9 375 euros. Et il y a 49 qui sont donc encore au-delà de ce plafond-là. Qui étaient encore au-delà, oui. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous demandez à parce que quand même la présidente de la Chambre, Eliane Tillieu, a reconnu qu'il y avait un problème. Elle a demandé d'ailleurs aux anciens présidents de rembourser. Certains vont le faire. Qu'est-ce que vous lui demandez aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, nous demandons un avis juridique concernant aussi ces pensions et cette règle de 120% par rapport au plafond Winnings. Ouais, il faut le casser, ce surplafond. Ouais. Oui, voilà. Donc, nous demandons d'examiner la légalité pour éventuellement aussi demander le remboursement de ces sommes-là aux personnes concernées, hein, donc les 20% manquants. Et deuxièmement, nous demandons bien sûr que cette règle soit abolie. De manière générale, nous demandons que les députés, qu'on en finisse avec l'entre-soi, parce que ce sont en fait les députés qui décident eux-mêmes de leur pension. Il faut arrêter avec cet entre-soi et il faut que les pensions des députés soient prises en charge par le service fédéral des pensions. Qu'on arrête d'avoir une caisse à part. Et qu'on arrête d'avoir une caisse à part. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de l'avortement, Sophie Merckx. Donc, vous étiez hier en commission pour entendre le rapport d'Yvon Angler, hein, qui co-préside ce groupe d'experts qui a remis un rapport qui propose notamment de porter la durée légale de l'avortement de 12 à 18 semaines. Vous êtes en phase avec tout ce qu'a dit Yvon Angler hier ou pas ? Oui, je pense que c'était vraiment une discussion très intéressante. Il y avait un ensemble d'experts, pas seulement M. Angler, aussi les personnes des universités catholiques. Par exemple, ils ont répondu en long et large à toutes les questions qui étaient posées par l'ensemble des députés sur par exemple, la douleur du fœtus. C'est quelque chose qui était abordé par certains qui sont contre allonger les délais et on a très bien répondu. Est-ce qu'on doit les suivre intégralement, ces conclusions du groupe d'experts? Donc, par exemple, porter la durée légale de 12 à 18 semaines, supprimer le délai de réflexion lorsqu'on demande un avortement. Vous êtes d'accord avec tout ce qui est proposé? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous comprenez que certains ne le soient pas? Par exemple le CDNV qui dit non, nous c'est 14 semaines maximum pour la durée légale. Je pense que c'est avoir peu de respect pour le rapport qui a été écrit. Je pense qu'il faut quand même bien comprendre que ce sont des scientifiques qui se sont penchés là-dessus. Ils ont dit aujourd'hui il y a entre 300 et 800 femmes qui chaque année vont aux Pays-Bas en fait se faire avorter de manière clandestine. C'est quelque chose que moi j'ai vécu aussi en tant que médecin, devoir envoyer quelqu'un aux Pays-Bas comme une voleuse finalement qui doit rassembler 1 000 euros. C'est quelque chose de très très dur à vivre aujourd'hui. Il faut que ces femmes-là puissent être soignées en Belgique et qu'on arrête cette hypocrisie parce que c'est ça finalement. C'est une hypocrisie de laisser aller ces femmes aux Pays-Bas parce que c'est pas hyper loin et finalement ici on ferme les yeux sur une problématique qui est réelle. Un avortement, ce n'est jamais chose facile. Autant accompagner les femmes qui prennent cette décision. Oui, pour ça, il faut changer la loi, Sophie Merckx. Et pour ça, il faut une majorité. Est-ce que vous voteriez avec des partis de la majorité, par exemple, un texte qui propose de porter la durée légale de 12 à 18 semaines ou de 12 à 16 semaines? Est-ce que, par exemple, vous votez pour ou pas? Oui, bien sûr. Nous étions porteurs aussi de la proposition de loi qui était déjà sur la table il y a 4 ans, il y a 3 ans. Proposition déposée par Patrick Prévost et le PS et signée par un certain nombre de groupes parlementaires. Hein? Oui, ça c'était par Madame Tillieu, effectivement. Et vous seriez prêt à la soutenir, à faire une majorité alternative là-dessus? D'ailleurs, nous, on pense qu'aujourd'hui,
le rapport des experts est sorti. Aujourd'hui, il est temps que le Parlement s'exprime sur la question. Est-ce que vous pouvez dire ce matin à ce micro à vos collègues PS Écolo, si le CDNV ne va pas avec vous, le PTB ira? Exactement, c'est ce que nous faisons. Nous tendons la main à l'ensemble des partis de la majorité, mais des députés de manière générale à la Chambre pour laisser le Parlement s'exprimer et pour former une majorité alternative pour voter ce texte. Je suis intimement convaincue que c'est la seule manière de faire avancer le droit à l'IVG. D'ailleurs, en 1991, c'est aussi comme ça que la loi a été votée. Les partis catholiques et conservateurs, à ce moment-là, n'ont pas voté pour le changement de la loi. Merci, Sophie Merckx. Merci d'avoir été avec nous, chef de groupe du PTB à la Chambre.